Bonjour à tous. Donc, la blockchain est-elle l'avenir de la monnaie? Difficile de parler blockchain sans parler de Bitcoin, la toute première chaîne de blocs, une monnaie électronique créée pour pouvoir payer sans intermédiaire, sans tiers de confiance. Alors, il y aurait plus de 2000 sortes de cryptoactifs aujourd'hui. Certains veulent résoudre le problème de la volatilité des crypto-monnaies, on les appelle les stablecoins. J'en parlais tout à l'heure, on a vu JP Morgan annoncer la création de son JPM Coin, on parle de Facebook qui pourrait lancer son Facebook Com. On pourra évoquer aussi les monnaies digitales de banque centrale, Thierry Bedouin en parlait tout à l'heure. Peuvent-elles devenir un substitut du cash en version électronique? Pour échanger sur ce sujet clivant, on en parlait, nous avons réuni ce matin Daniel Benamran, bonjour, vous êtes directeur général France de Circle. Yorick de Montbine, vous êtes haut fonctionnaire et surtout co-auteur d'un rapport publié par l'Institut Sapiens, Bitcoin, Totem et Tabou. Nadia Filali, vous êtes directrice des programmes blockchain à la Caisse des dépôts. Marilyn Ricard, vous êtes associée chez SIA Partners. Et Alexandre Stervinou, vous êtes chef du service de la surveillance des moyens de paiement scripturaux à la Banque de France. C'est bien ça? Bonjour à tous. Alors, Bitcoin, je disais, difficile de parler de la blockchain sans parler du Bitcoin. Selon une enquête de Deloitte l'an dernier, 75% des Français connaissaient les crypto-monnaies. En revanche, en termes d'adoption, on sait qu'on est assez loin de la généralisation, ça reste un cercle assez restreint. Alors, Yorick de Montbine, j'ai envie de commencer avec vous. 10 ans après sa création, le Bitcoin est toujours là, mais il ne s'est pas imposé comme moyen de paiement. Pourquoi, selon vous ? Depuis 10 ans, le Bitcoin il a déjoué tous les pronostics. Chaque année, on annonce sa mort et chaque année, il survit de manière chaotique. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que sa technologie ne cesse de se renforcer. Et donc aujourd'hui, l'enterrer serait sans doute assez imprudent. Je pense que les 10 dernières années nous imposent un devoir de prudence et de modestie intellectuelle. C'est quelque chose de profondément complexe. C'est une espèce de boîte de Pandore qui a été ouverte à travers la révolution blockchain. Et on est obligé d'assister à ça de manière un petit peu ébahie. Et alors c'est un domaine où il y a beaucoup de croyances, de fantasmes, d'espoirs, de réactions passionnelles, épidermiques, de rites, de gourous, d'excommunication. C'est pour ça que ce rapport, nous l'avons intitulé Bitcoin, Totem et Tabou, en référence à un livre de Freud, Totem et Tabou. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où la blockchain, c'est le nouveau totem, c'est la divinité qui va résoudre tous les problèmes du monde. Alors qu'en revanche, les crypto-monnaies restent quelque chose de sulfureux, d'inquiétant, de dangereux, et en particulier le Bitcoin. Et je pense qu'on se trompe si on reste focalisé sur ce point de vue. On ne peut pas comprendre en détail ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas de blockchain vraiment révolutionnaire sans une forme de jeton numérique qui est un ticket d'utilisation d'un protocole informatique et qui est de facto utilisable comme une forme de monnaie, qui n'est pas encore une monnaie, mais qui est utilisable comme une monnaie. La monnaie, ce n'est pas que ce que l'État nous impose comme monnaie, c'est aussi quelque chose que les gens librement ont envie d'utiliser comme une monnaie. Et donc le Bitcoin continue d'avancer, on verra bien jusqu'où il ira, mais il a un certain nombre de défis techniques à surmonter, de scalabilité, de volatilité, de consommation énergétique, etc. Mais je pense que c'est en cours. Voilà, c'est ça qui me paraît important. Et vous développez dans ce rapport le concept de révolutionnaire du Bitcoin. Vous pouvez nous en expliquer quelques mots? En quoi le Bitcoin est révolutionnaire? Dès les années 90, des cryptographes ont essayé d'inventer une monnaie qui fonctionne sans banque et sans État. Ils n'ont jamais réussi à le faire sans se passer, une monnaie sur Internet, hein. Ils n'ont jamais réussi à le faire sans se passer d'un tiers de confiance pour sécuriser le système, pour éviter la double dépense. Et le premier qui a réussi, c'est Nakamoto. C'est le premier qui a créé une forme d'objet numérique non duplicable et qui a réussi cette prouesse technologique absolument stupéfiante consistant à rendre possible du cash digital. S'envoyer un fichier monétaire sur Internet en garantissant que celui qui l'envoie ne peut plus l'utiliser, contrairement à un fichier de photo par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que donc, pour réaliser ça, il a inversé tous les concepts habituels. Les transactions seront maintenant publiques et leur vérification sera décentralisée, contrairement au système traditionnel. Et il y a deux caractéristiques techniques dans son invention qui ouvre ensuite la révolution blockchain. D'une part, on peut ancrer de l'information dans les transactions,
Et donc quand cette information est ancrée, scellée de toute éternité dans la blockchain, cette fonctionnalité a une importance. Et d'autre part, ces transactions sont programmables de manière plus ou moins sophistiquée. Et c'est pour ça qu'ensuite, comme tout ça est open source, on peut dupliquer ces protocoles, modifier des paramètres, créer des services différents en utilisant ces jetons numériques. Et donc, c'est ça qui ouvre la révolution blockchain. À l'origine, Bitcoin, le service qu'il rend, c'est un système de stockage et de transfert de valeur. Et les autres blockchains créent de nouveaux services de smart contracts, d'horodatage, de notariat, de marché prédictif, de logistique. Et toutes ont besoin de ce jeton numérique pour fonctionner, qui ensuite, de facto, peut être utilisé comme une monnaie. Alors, je vais me tourner vers la Banque de France, Alexandre Stervinou. Alors, la Banque de France, elle est moins enthousiaste à l'égard des crypto-monnaies, qu'on appelle plutôt des crypto-actifs. L'instantanéité a pourtant quelque chose de séduisant, non ? Oui, alors effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions autour de ces sujets-là, qui sont parfois assez clivants et parfois qui peut-être font perdre un peu de perspective et d'histoire sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et sur ce qu'est une réelle monnaie. Alors déjà, je voudrais vraiment faire cette distinction de base est très importante, et je pense que Thierry Beaudoin en a largement parlé, c'est qu'il y a d'un côté la technologie, la blockchain. Alors en fait, ce sont les blockchains, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. D'ailleurs, celle de la Bitcoin est probablement très vieille, très obsolète aujourd'hui. On en a des beaucoup plus modernes, qui sont beaucoup plus efficaces, et c'est d'ailleurs ce qu'on a mis, nous, en place au sein de la Banque de France, mais par rapport à des services très particuliers. Donc les blockchains, c'est une révolution à part entière, et très clairement, c'est un amalgame de technologies existantes, le décentralisé, la cryptographie, qui permettent, je dirais, de fournir de nouveaux services, et qui sont très adaptés à ce qu'est le monde Internet interconnecté aujourd'hui. Ensuite, on a tout ce qui est, nous, ce qu'on appelle les cryptoactifs. Pourquoi on les appelle comme ça ? Parce que ces objets ont été créés à l'origine avec une idée libertaire, d'échapper, on va dire, au système financier. C'est un peu l'idée de base qui était derrière. Ces cryptoactifs, il s'est avéré très rapidement, nous on y a travaillé depuis 2010-2011 sur ces sujets-là, sur ces concepts-là, qu'il y avait des phénomènes de spéculation très importants qui se sont développés. C'est-à-dire que finalement, on s'est retrouvé face à un marché pas du tout régulé, mais qui ressemble à celui du cacao ou de la banane, ou autre, et qui fait voler les cours à la hauteur ou à la baisse de manière assez rapide. Et ça, c'est un sujet à part entière. C'est qu'il y a des risques qui sont associés à ce type d'objets qui ne sont pas régulés, qui ne sont pas des investissements, mais vendus peut-être, ou en tout cas que certains cherchent à faire passer comme étant des investissements où on va devenir riche très rapidement. Ça, c'est un problème à part entière, et nous, on a une position qui est très ferme là-dessus. On a alerté le public dès 2013, fin 2013, sur ces spéculations, sur ces phénomènes-là. Et on souhaite aujourd'hui qu'il y ait de véritables réponses, d'ailleurs au niveau international, pas seulement au niveau français. Alors il y a des choses qui se font au niveau français, notamment avec la loi Pacte, et c'est parfaitement positif. Peut-être qu'on pourra y revenir. Dans ces formes de catégories-là, il y a ce qu'on peut appeler les monnaies digitales. Alors quand on rentre dans le terme monnaie, pourquoi on fait cette distinction ? Parce que là, on est face à des actifs qui existent. La monnaie, c'est un objet qui remplit un certain nombre de fonctions. Ce n'est pas quelque chose que l'on décide de fournir sur le marché. La monnaie, elle est associée à la notion de confiance. Et très clairement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a la nécessité d'avoir de la confiance, en fait, quand on parle de monnaie. Là, on peut se poser des questions, c'est aujourd'hui l'avenir de ces monnaies dites digitales, donc notamment émises par les banques centrales. Alors, on se pose ces questions-là, nous-mêmes, Banque de France, et avec l'ensemble des banques centrales en Europe et dans le monde. Et on est en train de se dire, quel est aujourd'hui le rôle d'une banque centrale si elle devait émettre directement ce type de monnaie vis-à-vis du grand public. Quels deviendraient les rôles des intermédiaires financiers aujourd'hui ? Les banques commerciales, par exemple. Quel serait l'impact, du coup, en fait, sur l'économie en règle générale ? Sur la stabilité financière, d'ailleurs, au sens large. Ces questions-là ne sont pas immédiates. Elles n'ont pas forcément de vision de révolution. C'est peut-être plus une évolution à part entière. Et je voudrais juste souligner une chose, c'est que la monnaie électronique existe déjà. Et la monnaie électronique, c'est contre la remise de fonds des tokens digitaux. Hein. C'est exactement ça, la monnaie électronique. Et ça existe depuis déjà de nombreuses années, de nombreuses décennies, en fait. La problématique même de l'e-cash, elle a été inventée, elle est venue en forme de théorie, je dirais, dans les années 70. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Elle est aujourd'hui très existante. Elle fait partie de ce qu'on appelle les moyens de paiement scripturaux, c'est-à-dire les virements, les prélèvements, les paiements par carte. Et on a la monnaie électronique à l'intérieur. Donc on a toujours les problèmes de délai. Pardon de vous couper, on a toujours les problèmes de délai. Oui, mais là, on parle de technologie etc. plutôt. Là, on parle de la technologie sous-jacente. C'est pour ça que je me permets de faire cette espèce de grand cercle qui parle de la technologie d'un côté, qui parle aussi de tout ce qu'on a vu et vécu avec ces fameux cryptoactifs, et notamment le côté spéculatif. Et aujourd'hui, les débouchés, qui sont des débouchés très théoriques encore, mais qui sont liés à de vrais phénomènes réels, c'est-à-dire est-ce que les banques centrales ont un intérêt à aller vers des monnaies digitales. Mais une fois de plus, ça ne révolutionne pas le secteur. Le problème de la rapidité, notamment dans les échanges, là on en parle beaucoup, par exemple dans des domaines comme l'inclusion financière, comme ce qu'on appelle aussi le correspondant banking, c'est-à-dire qu'on veut transférer des fonds, par exemple ici de France au Japon, ou dans un pays d'Afrique ou d'Amérique latine, et ça va prendre plusieurs jours. Donc on peut imaginer des systèmes technologiques fondés sur la blockchain, et on a aujourd'hui beaucoup d'expérimentations, voire même de réels usages qui sont fournis par des intermédiaires financiers, qui reposent sur cette technologie-là, et qui sont, eux, plus efficaces. Mais ça, c'est un problème technologique, ce n'est pas un problème en fait, de concept même de ce qu'on véhicule à l'intérieur. On pourrait citer l'exemple du Crédit Agricole qui a testé le protocole de paiement Ripple pour faire des virements transfrontaliers entre la France et la Suisse. Absolument. Et là, c'est un sujet technologique, c'est-à-dire qu'on fait de la représentation de valeur de manière un peu différente. On n'utilise pas des modèles, alors pour les informaticiens, client-serveur traditionnels, avec un intermédiaire qui va prendre un ordre, qui va le porter vers quelqu'un d'autre. Tout le monde est interconnecté, c'est beaucoup plus intégré effectivement avec ce qu'est aujourd'hui la technologie Internet. Donc on a la couche supplémentaire qui vient au-dessus et qui est fournie par ces formes de blockchain. Ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. L'innovation à l'intérieur, elle est importante. Je pense qu'il faut faire aussi attention à ce qu'on dit. La blockchain, ce n'est pas invulnérable. D'ailleurs, on l'a vu dans ces expérimentations et dans ces usages cryptoactifs Bitcoin, on voit qu'il y a beaucoup de branches qui se mettent à vivre parce que les différents protagonistes se mettent d'accord pour que finalement, eh bien, ils sortent du système traditionnel ou historique qui existe depuis 10 ans. Donc ça, on le voit, donc il faut faire attention aussi à cet aspect-là. C'est de la technologie, donc la technologie doit évoluer, elle est dynamique par nature, sa sécurité doit être toujours évaluée et garantie aussi sur le marché. Vous parliez de la spéculation, de la volatilité. Certains cryptoactifs essayent de résoudre ce problème de la volatilité qui sont apparus depuis peu. C'est ce qu'on appelle les stablecoins. Je vais vous demander le micro pour Daniel. Daniel Bellamran. Alors, Circle, c'est une entreprise américaine. Au départ, c'était une messagerie pour envoyer de l'argent rapidement. Et vous avez pris un virage crypto. Et vous avez émis donc un stablecoin, l'USD Coin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que fait Circle et ce que c'est un stablecoin? À quoi ça sert? Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai rejoint Circle il y a 1 an, jour pour jour. Donc, Circle, c'est une société qui crée des produits d'investissement en cryptocurrency et qui repense la façon avec laquelle on échange de la valeur. Donc, il y a plusieurs produits, vous l'avez mentionné, en effet, ça a démarré en 2013, c'est une boîte qui est une boîte américaine, le siège est basé à Boston, avec une sorte de WhatsApp du paiement, similaire à Lydia, pour échanger des monnaies fiduciaires. Donc c'est le seul produit qui est non crypto. On est aujourd'hui vraiment centré sur les cryptos, avec plusieurs produits pour tout type d'investisseurs. Donc typiquement, il y a un produit qui s'appelle Circle Invest, qui est pour des gens qui n'ont pas nécessairement déjà investi en crypto, donc avec une UX qui est assez simple, un nombre limité de coins. Une interface qui est assez simple à utiliser. Il y a un crypto exchange qui s'adresse aux retail investors, aux investisseurs retail et aux investisseurs professionnels, qui s'appelle Poloniex, dont nous avons fait l'acquisition l'année dernière. Et enfin, il y a un trading desk, donc un bureau de trading pour des investisseurs professionnels qui investissent des montants au minimum de $150 000. Donc le but, c'est de couvrir à peu près tout le spectre d'investisseurs. Je pense que le point qui est le plus pertinent par rapport à notre discussion aujourd'hui, c'est les stablecoins. Et sur ce sujet, nous avons cofondé avec Coinbase un consortium qui s'appelle Center. Et la mission de Center, c'est de créer des protocoles ouverts et décentralisés. En l'occurrence, ça se traduit, le premier protocole qui a été créé, c'est USDC, qui est un stablecoin. Je pense que c'est important de ramener ça à la vision générale de Circle, qui est que l'argent doit pouvoir circuler globalement comme on enverrait un SMS ou un email. Aujourd'hui, si vous pensez que l'argent, c'est de la data, et
que vous voulez l'envoyer dans un autre pays, vous pensez à faire un virement cross-frontalier. Quand vous envoyez un mail d'un serveur à un autre, si vous avez Gmail et que moi j'ai Outlook, je ne vous demande pas de télécharger Outlook pour vous envoyer un mail. La raison à cela, c'est qu'après la création des serveurs mail, il y a un protocole ouvert qui a été créé, qui s'appelle SMTP, qui a fait que les différents serveurs mail communiquent. Donc si on applique cette logique et on essaie de la reproduire pour l'argent et l'échange de valeur, on arrive à quelque chose qui est similaire à Center, qui est ce consortium. On se dit en fait, est-ce que ça a du sens de penser à un virement cross-frontalier? J'envoie pas un mail cross-frontalier, j'envoie un mail. Donc exactement de la même manière, la vision de Center, c'est de créer un écosystème qui est ouvert et décentralisé. Une autre analogie, ce serait de dire que si vous avez CirclePay pour échanger de l'argent avec vos amis et que moi j'ai, je sais pas, Revolut ou Lydia, qui est un autre wallet, aujourd'hui, je vais vous demander de télécharger le wallet que j'utilise pour qu'on puisse interagir. Et donc, aujourd'hui, malgré les progrès technologiques du système actuel, on coexiste dans des écosystèmes fermés. Donc, d'où la création du premier stablecoin qui s'appelle USDC. Bref rappel sur les stablecoins. Donc, j'aime bien démarrer par le problème qu'on essaie de résoudre. Le problème aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger de l'argent de façon globale avec un settlement extrêmement rapide, à très bas coût, peu importe le montant échangé. Et il faut également contrôler la volatilité. Une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, les paiements en crypto ne sont pas devenus mainstream, c'est qu'il est compliqué, en tout cas il y a quelques années, il était compliqué de dire qu'on allait payer son café en Bitcoin sans en contrôler la valeur. Donc, un stablecoin, en l'occurrence USDC, c'est une crypto-monnaie qui est liée à une monnaie fiduciaire, en l'occurrence le US dollar, à parité de 1 pour pouvoir contrôler la volatilité. Donc quand on émet un USDC, donc Circle et Coinbase sont aujourd'hui les organismes émetteurs qui font partie du consortium de Center, il y aura dans le futur d'autres émetteurs. Quand on émet un USDC, on met en parallèle $1 pour garder cette équivalence et garder ce lien. Il y a d'autres types de stablecoins, et je n'entrerai pas dans les détails maintenant, mais il y a des stablecoins qu'on peut backer avec d'autres cryptos ou des paniers de crypto, et il y a des stablecoins qui fonctionnent de façon algorithmique. Il y en a aussi sur des actifs du type immobilier. Oui, exactement. Et ça veut dire que les dollars sont mis sous séquestre? Qui les contrôle? Les dollars sont mis sous séquestre par l'organisme émetteur. Aussi vous soulevez un point important, c'est que ce qui est crucial dans ce fonctionnement, c'est la gouvernance et la transparence. Il y a aujourd'hui plusieurs stablecoins. USDC a été lancé en septembre 2018. Aujourd'hui, c'est le deuxième stablecoin en termes de capitalisation. Loin derrière Tether, quand même. Oui, mais en quelques mois, clairement, mais en quelques mois. Et donc Tether est le premier. Et ce qui est assez unique avec USDC, c'est que la survie d'USDC ne dépend pas de la survie d'une entreprise. C'est un consortium, il y aura plusieurs émetteurs, il y en a déjà 2, mais il y en aura plus. Et pour devenir membre de ce consortium, il faut pouvoir adhérer à la gouvernance, il faut pouvoir attester de la réserve en dollars tous les mois. Aujourd'hui, on est le seul stablecoin qui a un partenaire qui atteste tous les mois, avec Grant Thornton, qui atteste tous les mois de la validité des réserves et du lien avec le dollar. Et publier ces rapports de façon transparente. Merci, on sait un peu mieux ce que c'est qu'un stablecoin. J'ai envie de me tourner maintenant vers Nadia Filali. Alors, à la Caisse des dépôts, au sein du LabChain, donc qui est une espèce de laboratoire d'innovation de place, vous travaillez, vous réfléchissez à un euro digital. Vous avez réalisé un POC sur la tokenisation de l'euro. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste et à quoi ça peut servir? Alors, avant d'en parler un petit peu du POC, parce que je pense que je suis entre deux mondes là, et j'aimerais amener un petit peu de relativité à ce monde. Je pense qu'il est extrêmement important de regarder les signaux faibles en fait, qui sont autour de nous depuis plusieurs années, et de ce qui se développe effectivement peut-être pas toujours très vite. Mais, et c'est beaucoup plus simple d'ailleurs pour moi aujourd'hui, parce que j'ai essayé de dire des trucs en anglais hier en parlant de la France jacobine, et je pense qu'il y a quand même un point important, c'est que on est dans une période depuis plusieurs années de développement de l'économie circulaire, de l'économie collaborative, d'un certain manque de confiance de plus en plus des citoyens, quel que soit l'état dans lequel on se trouve, qu'il soit ouvert ou fermé,
vis-à-vis de l'État et d'un certain nombre d'institutions, ce qu'on va appeler la confiance en français, ce qu'on va appeler en anglais trust and confidence, c'est ce qui est beaucoup plus puissant en fait qu'en français. Et je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux là-dessus et dire d'un côté ça va tout résoudre et de l'autre côté dire ce n'est qu'un problème technologique. Il y a 4 ans, je parlais de protocole social et je n'ai pas changé d'avis et je pense que c'est important de voir ce que ça peut apporter et comment ça peut remettre en cause les liens et les échanges entre les consommateurs, les citoyens, l'État, les corporates, etc. Alors, évidemment, il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de gouvernance, et il y a des problèmes compliqués à résoudre parce que quand on a toujours été dans un système qui est un système d'intermédiation et de lien, on commence avec ses parents et on finit dans l'entreprise et on ne sait gérer en fait qu'avec quelqu'un qui dirige quelque chose, quelqu'un ou quelque chose d'ailleurs, chacun interprète comme il le veut. Et donc là, travailler sur des gouvernances à plusieurs, et je vais faire le lien avec le stablecoin, c'est un peu plus compliqué à voir et je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je suis entièrement d'accord avec Yuri que une blockchain Le sans bébé, c'est le jeton- Bitcoin, pardon? Oui, parce qu'en fait, une blockchain sans jeton ou sans ce que moi je parle pas de monnaie, mais je parle de système de valeur d'échange. C'est autre chose alors en fait. C'est plus vraiment une blockchain. Bon. Donc Comment on peut réconcilier les deux approches? Je vais arriver au stablecoin. Donc effectivement, il y a ce sujet-là de gouvernance à traiter, etc. Donc dans l'AppChain, qui est un consortium de banques et de startups et d'académiques, hein, je précise, et d'assureurs aussi, on a décidé de travailler sur ce sujet-là et notamment sur le sujet du settlement coin, puisque, alors comme vous le savez peut-être, un certain nombre de banques et d'institutions comme la Caisse des dépôts ont lancé par exemple une entreprise qui s'appelle LiquidShare pour traiter le post-marché sur les titres cotés et non cotés. Et il y a quand même toujours un problème, c'est qu'on peut gérer la partie titre et il y a des titres rares dans la salle, donc je peux parler dans leur langue, mais la patte cash, on ne sait pas la gérer. Donc on s'est demandé quel pouvait être l'apport d'un stablecoin qui serait un settlement coin pour traiter ça. Effectuer des règlements plus rapides. Et faire des règlements plus rapides. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord commencé à analyser ce qui existait en termes de stablecoin, en termes de technologie, etc. Ensuite, on a regardé ce que ça voulait dire de générer un euro token pour les règlements livraison. Donc effectivement, on a fait un démonstrateur qui fonctionne sur ce sujet-là, en agrémentant d'un certain nombre de fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois l'émission j'ose pas dire l'organisme, parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est un organisme, c'est bien ça le sujet de la gouvernance, mais voilà, il va y avoir toutes les questions de réconciliation. Identité, maîtrise. Non, mais est-ce que c'est un organisme ou une société? Est-ce que c'est un ensemble d'acteurs qui trouvent une gouvernance ad hoc qui fait qu'on partage les choses? Ça, c'est important. Qui permet de traiter la réconciliation, qui permet, alors, le terme en français de brûlage ou de brûler les coins, c'est un peu compliqué, mais de burning pour gérer la masse que je n'appellerais peut-être pas monétaire, toute la partie paiement, intérêt. Et puis, on a aussi mis en place un cross-swap. Et puis, on a traité effectivement ce qu'on appelle le DVP, enfin Delivery versus Payment. Et on a mis en place aussi une fonctionnalité d'audit partagée et transverse. Donc, on allait jusqu'au bout. Et là-dessus, on a vu que ça apportait plusieurs intérêts. C'est que déjà, ça démontre que ça fonctionne et que ça résout une des problématiques sur laquelle on est depuis le début quand on veut mettre en place des infrastructures blockchain sur les services financiers. Enfin, je veux dire, on ne pourra pas faire l'un sans l'autre. Et du coup, c'est quelque chose qui est viable, que c'est assez simple d'utiliser. Alors, il se trouve qu'on l'a développé sur la technologie Ethereum, mais en fait, on arrivait à faire sa représentation de façon assez simple là-dessus, qu'on arrive à faire de la réconciliation en temps réel, qu'on arrive à imaginer qu'on peut faire un management du KYC qui est à ce niveau-là et qui permet aussi de vérifier avec quels acteurs on traite, et qu'on arrive à le faire dans un monde interbancaire partagé. Et je pense que c'est... Enfin, tout à l'heure, Thierry Benoît parlait de Madré, la Caisse des dépôts en fait partie.
c'est quand même une décentralisation d'une activité de la Banque centrale vers ces autres banques. Donc on peut aussi imaginer, on pourrait imaginer aussi d'avoir ce type de stablecoin pour des usages interbancaires, par exemple. Je pense que c'est un premier usage, mais ce n'est pas le seul, qui pourrait être mis en place. Mais du coup, qui serait émis par qui alors par la Banque de France? Ça, c'est mon dernier point. Le sujet, c'est la gouvernance. Le sujet, c'est est-ce qu'on crée une société qui redevient un intermédiaire et qui traite, ou est-ce qu'on est en capacité de réfléchir à d'autres modèles de gouvernance partagée, voire même d'émission de ce stablecoin sur des blockchains publiques avec des technologies de type Aztec qui permettent aussi de gérer la confidentialité. Elle me regarde, oui, je ne sais pas. Moi, je suis agnostique à ça et je ne suis pas certaine que le modèle final sera uniquement des blockchains de consortium, parce que Internet n'est pas un modèle complètement fermé. Et ce serait quand même assez bizarre de mettre en place une technologie blockchain fermée. Ça s'appelle une base de données distribuée. Donc on laisserait la main à un acteur privé de place pour créer ce type de... Moi, je pense que ce serait intéressant qu'on ait un acteur, qu'on ait plusieurs acteurs de la place qui travaillent sur ce sujet de façon concrète. Vous avez cité JP Morgan et Facebook tout à l'heure. Il y a d'autres acteurs, y compris à l'étranger, qui travaillent sur ces sujets-là, y compris des banques centrales. Et je pense que c'est un point intéressant. Maintenant, c'est pas simple en fait de traiter ces questions de gouvernance. C'est pas simple non plus de traiter quelque chose qui est fondamental, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est la garantie, c'est-à-dire que derrière, il y a quand même une question d'argent monétaire qui est hyper importante. Donc ça, c'est des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Mais en tout cas, d'un point de vue technologique, ça marche. D'un point de vue de l'usage, ça résout un certain nombre de points qu'on doit résoudre. Et pour moi, la brique sur la partie règlement livraison sur des titres peut aussi être utilisée, alors je sais que vous avez peut-être en parlé tout à l'heure, mais d'extension sur des choses plus OTC et en cible sur les STO, parce qu'il va y avoir des questions aussi de liquidité et de faire le lien avec le monde réel. Donc ça, c'est important. Et plus globalement que ça, si on imagine, j'étais dans le groupe de travail de la Commission européenne il y a quelques jours sur le lien entre la blockchain, l'IoT et l'intelligence artificielle. Si on imagine que la blockchain fait le pont entre le monde numérique et le monde réel, il y a un moment, si on a une identité numérique, si on a des échanges numériques, il va bien falloir circuler de la valeur en fait et trouver un moyen de le faire. Voilà. Alors Marilyn Ricard, est-ce que à l'avenir, ces émissions de jetons par des acteurs privés vont se généraliser en interne? Je crois que vous avez exploré le sujet d'ailleurs pour récompenser les collaborateurs. Est-ce qu'on va revenir au coquillage, au cori Alors, effectivement, c'est intéressant de revenir à la genèse de ce qu'était la monnaie. Donc, et elle a beaucoup évolué à travers le temps. Donc là, on peut se dire qu'on est à l'aube d'une grande évolution. Il y a encore beaucoup de choses à faire d'un point de vue technologique, et je pense aussi d'un point de vue de mindset, de déclenchement qui doit se faire dans l'esprit de tous. Je parle au niveau des entreprises, mais au niveau des individus également. Les Français sont assez averses au risque, et les différents changements de monnaie ont été souvent très longs. Moi, j'ai encore des parents qui parlent en ancien franc. C'est comme ça, donc on traduit automatiquement. Donc ça, et puis des gens, on a tous des personnes autour de nous qui n'utilisent toujours pas de carte bancaire. Voilà. Donc ce sera long, et ce sera peut-être un petit peu plus long en France, mais ça va se faire. Je suis confiante. Voilà. Nadia parlait de signaux faibles, il y en a quand même pas mal. Il y a effectivement des acteurs privés qui ont lancé des systèmes de stablecoin. JP Morgan vient de loin, puisqu'il décriait complètement les crypto-monnaies il y a quelques mois encore. On l'a tous encore en tête. Et puis, pof, d'un seul coup, ils nous sortent un JP Coin. Donc, quelque part, c'est privé, c'est centralisé. Donc, on n'a pas encore toute la puissance du sujet de la blockchain. Mais quelque part, ils ont fait leur coming out en faisant ça.
Voilà. Et ça, c'est beau parce que pour une entreprise de cette taille-là, du milieu de la finance, voilà, pour moi, c'est même un signal fort. On a Facebook qui... alors, bon, j'ai jamais été très pour Facebook parce que je trouve ça assez intrusif, mais si ça peut aider à démocratiser tout ça, je suis pour, en fait, parce qu'effectivement, vu le nombre d'utilisateurs, et puis en plus, ils ont l'objectif d'utiliser ça sur Messenger, on est à plusieurs milliards d'utilisateurs. Là, ça pourrait faire un effet démultiplicatif important pour l'adoption. Et puis, il y a plein d'initiatives qui se savent ou qui ne savent pas encore. Effectivement, c'est très expérimental, hein, tous ces sujets de blockchain, de DLT et compagnie. Il faut, comme disait Eric Larchevêque ce matin, apprendre et comprendre. Et ben pour ça, du coup, il faut essayer, évangéliser, et c'est ce qu'on fait tous voilà, autour de cette table. Certainement, il y a aussi plein de personnes dans la salle, et puis ceux qui étaient avant nous ce matin et ceux qui seront après. Voilà, on le fait tous chacun un petit peu au quotidien. Et alors, chez l'entreprise dans laquelle je suis associée, qui est un cabinet de conseil en management, pour lequel je m'occupe de l'activité blockchain et cryptoactifs, on a décidé, avec le numéro 2, c'est important de le souligner parce que c'est des sujets qui sont en train de transformer le monde, et donc c'est important d'avoir le soutien de personnes très haut placées dans les entreprises, et puis avec mon équipe qui est en partie dans la salle, de diffuser la culture de la blockchain et des tokens par la création d'un token interne qui permet effectivement de récompenser l'innovation à l'intérieur de l'entreprise. Mon cabinet est un cabinet de conseil très orienté innovation, c'est pour ça que je l'ai rejoint. J'étais au préalable, j'avais monté le Blockchain Lab de PwC, puis j'ai décidé de rejoindre ce cabinet qui était très orienté innovation. Et donc il y a pas mal de concours internes pour inciter les collaborateurs, pour diffuser cette culture de l'innovation et pour inciter les collaborateurs à avoir des idées de façon à améliorer leur quotidien, leurs petits outils de consultants. On parle de consultants augmentés ou consultants 4.0. Vous avez sauté le pas voilà. ou pas alors finalement? Parce que vous parlez oui. de maturité des esprits. Alors, donc, effectivement, ce sujet-là est en place. On a pas mal de prototypes aussi qu'on montrera à Vivatech. Donc, il y en a certains qui ont parlé de traçabilité qui touchent à ça, et puis d'autres qui sont des systèmes de vote interne ou de transmission de tokens pour remercier un collaborateur qui a eu une bonne idée et qui se transformera à la fin de l'année en, on verra bien, peut-être un casque virtuel, peut-être l'opportunité du temps, parce qu'aujourd'hui, pour moi, une des valeurs les plus importantes, c'est le temps. Du temps pour développer son idée et pour ensuite pouvoir le proposer à nos clients. Voilà. Cette question de la privatisation de la monnaie, j'ai envie de la reposer à tous. Je voyais Yorick un peu bouillir. Je crois que vous aviez envie de réagir. Pour vous, le coin de JP Morgan, vous trouvez, et le potentiel Facebook Coin, vous trouvez que c'est une bonne nouvelle, cette privatisation de la monnaie? Je pense que ces dernières années, on s'est beaucoup moqué du livre de Fukuyama sur la fin de l'histoire. L'avènement de la démocratie et de l'économie de marché n'a pas interrompu l'histoire. L'histoire reste tragique et imprévisible. Donc l'histoire politique n'est pas terminée. Et de la même manière, je pense que l'histoire monétaire n'est pas terminée. Depuis des millénaires, la monnaie est un des pivots de la civilisation humaine. C'est une institution sociale. C'est un objet complexe qui a évolué, qui s'est transformé. Cette évolution n'est pas terminée. La monnaie va continuer à se transformer de manière imprévisible. En 1971, on est entré dans une ère nouvelle. La confiance dans la monnaie ne repose plus sur des coquillages ou des grains de maïs ou des métaux précieux. Elle repose sur l'autorité de la loi, sur la confiance qu'on attribue à l'État, au cours légal, au pouvoir de l'État d'imposer une monnaie sur un territoire donné. Et l'avènement des crypto-monnaies pulvérise ce paradigme. Alors, la monnaie connaît maintenant une série d'innovations assez prodigieuses. Il y a des innovations de rupture et des innovations incrémentales, comme dans tous les autres domaines de l'économie. Pour moi, les blockchains ouvertes et publiques, c'est une innovation de rupture. Et les blockchains privées, c'est une innovation incrémentale. Il y a vraiment une différence majeure. C'est la même différence entre Internet et l'intranet. Et de la même manière, en matière de monnaie, les crypto-monnaies ouvertes, libres, décentralisées, c'est une innovation de rupture. Et les crypto-monnaies
de banques centrales ou les crypto-monnaies Facebook, JP Morgan, etc., ce sont des innovations incrémentales. Ce sont des monnaies qui restent centralisées et qui ne sont pas résistantes à la censure, contrairement à une crypto-monnaie comme Bitcoin. Donc on n'est tout simplement pas dans le même paradigme. Avec Bitcoin, on est sur une monnaie qui est transnationale et qui échappe à l'État et qui est effectivement privée, même si elle n'appartient pas à une entreprise. C'est un objet privé d'une nature nouvelle. Donc c'est profondément révolutionnaire. Hayek, dans les années 70, a proposé la levée du monopole de l'émission monétaire par les États, en disant la monnaie est une chose trop précieuse et trop importante pour être monopolisée par les États. Ça a été accueilli par des ricanements. Et en fait, cette idée n'a pas été totalement enterrée et aujourd'hui elle est en train de prospérer. Évidemment, les États ne vont jamais lever le monopole de l'émission monétaire, monopole qui est délégué aux banques privées bien sûr, mais les banques centrales gardent un pouvoir sur l'émission monétaire et il y a toujours le cours légal. En revanche, on voit bien que les monnaies étatiques sont maintenant concurrencées par des objets monétaires nouveaux, privés. Quand à la fin des années 90, une petite start-up a proposé de vendre des livres sur Internet, ça a été accueilli par des ricanements. Quand au début des années 2000, une start-up a proposé que chacun puisse louer une partie de son appartement sur Internet, ça a été accueilli par des ricanements. On a vu le résultat. Quand, à la fin des années 2000, quelqu'un a proposé de faire une monnaie privée sur Internet, ça a été accueilli par des ricanements. Ces ricanements se poursuivent. On verra le résultat. Et les stablecoins, vous les accueillez avec des ricanements? Alors, les stablecoins, je suis assez agnostique là-dessus. Si on arrive à faire un stablecoin qui ne crée pas plus d'inconvénients que d'avantages, qui ne crée pas de nouveaux risques, pourquoi pas? Pour l'instant, ce n'est pas si évident. Ce que je voudrais dire, c'est que la volatilité sur le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, elle est aujourd'hui très impressionnante et c'est normal en fait. On ne va pas créer une nouvelle monnaie aussi différente et aussi révolutionnaire en quelques années. Les monnaies se sont transformées sur des siècles dans l'histoire humaine. Ce qui a été accompli en 10 ans, c'est déjà vertigineux, c'est déjà inouï quand on y pense. Donc aujourd'hui, il y a toujours de très gros acteurs sur les marchés des crypto-monnaies qui ont une grosse influence et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de volatilité. Mais si l'usage se développe et s'il y a de plus en plus d'utilisateurs, ça va se résoudre progressivement. Donc est-ce que les stablecoins, c'est vraiment la priorité? Je ne sais pas, on verra bien. Moi, je suis agnostique là-dessus. Alors, est-ce que la Banque de France s'inquiète de ces nouvelles monnaies privées, cette privatisation de la monnaie, le JPM Coin, etc. Est-ce que ça pose un risque pour la stabilité financière et pour le monopole de la Banque de France? Non. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Là où c'est parfois un petit peu, je dirais, gênant ou troublant, c'est justement dans le etc., ce que vous dites à l'instant. Et je l'entends autour de cette table, il y a énormément de confusion dans les concepts et on mélange beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai essayé en introduction rapidement, malheureusement, de balayer ces éléments-là et de manière totalement différente. On voit quand même que les frontières se brouillent. Non, pas vraiment, parce qu'on revient toujours sur les mêmes concepts. Quand on parle de monnaie, si je me concentre simplement là-dessus, donc je ne parle plus de blockchain, je ne parle plus de stablecoin, si on parle juste de monnaie, on parle de confiance avant tout. Et la confiance, il faut qu'il y ait un moment ou un autre, elle puisse se créer. Il se passe que l'être humain est comme il est, mais il faut faire confiance à quelqu'un ou à quelque chose. Et on donne des pouvoirs à quelqu'un, à quelque chose, et on vérifie effectivement que ce quelqu'un, ce quelque chose, après, via un mécanisme plus ou moins complexe, très politique, rend bien son service comme il doit le rendre. Fondamentalement, là, on a, à travers les siècles, malheureusement, quelque chose qui est un peu immuable. Maintenant, toutes ces choses-là peuvent exister avec des technologies différentes. Ça, c'est encore une fois un volet qui est grandement différent. Et ce qui a été dit par Nadia, ce qui a été dit par Yuri, en fait, ce sont des choses qui sont, de matière technologique en tant que telle. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Au contraire, je pense même que nous, notre rôle, encore une fois, il est plutôt d'encourager ces innovations. On a toujours eu cette perspective sur les choses. Donc, on veut qu'il y ait une modernisation, notamment par exemple dans le domaine des paiements, mais dans le domaine du post-marché aussi, où il y a des manques d'efficacité. Donc très clairement, si les technologies peuvent aider, tant mieux. Si on a dans ces technologies des coins qui se mettent en œuvre pour aider à faire cela, pourquoi pas? Je vais prendre un autre exemple, je vais continuer un tout petit peu, je vais prendre un autre exemple. Quand on parle de stablecoin, donc on a la parité en fait au dollar avec l'exemple que vous donniez à l'instant.
En fait, ça, à peu de choses près, c'est de la monnaie électronique, ça existe déjà. Hein. Donc c'est encadré juridiquement. On a tout à fait la capacité, effectivement, d'avoir des réserves, un pour un, et donc on peut faire circuler ces tokens. Mais c'est de la monnaie électronique, on est déjà capable de le faire, en fait, aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a un certain moment, je pense qu'il ne faut pas être dans une optique de conflit, nécessairement sur ces éléments-là. Il faut juste savoir exactement de quoi on parle. Et je pense que si des banques centrales existent ou si des autorités existent, c'est parce qu'il y en a eu besoin à un moment. En fait, c'est tout. Donc on va retomber de toute façon toujours, si on parle de monnaie, dans ces complexes mécanismes de gouvernance et de confiance. Voilà, pour être très simple et très clair, c'est ça. Et là, je pense qu'il n'y aura pas de révolution humaine en la matière. Ça aussi, c'est très clair. Ça peut se réguler, un JPM Coin ou un Facebook Coin? Oui, bien sûr. Quand on parle de JPM Coin, on parle de JP Morgan, et quand on parle de Facebook Coin, on parle de Facebook. Il y a toujours quelqu'un derrière. Quand on parle aujourd'hui du Bitcoin, je suis désolé, il n'y a pas personne derrière le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin, c'est un code, ça a été développé par des gens, c'est toujours développé et maintenu par des gens. Donc vous avez des individus derrière. Par contre, ces individus sont répartis, sont organisés un peu différemment. Ils ne sont pas une seule peut-être entité, ils sont difficiles à joindre. Il y a ce genre de choses-là, de complexité qui est derrière, certes, mais ça ne vit pas tout seul. Enfin, ça, j'ai pas encore vu ça. L'informatique aujourd'hui ne vit pas toute seule. Peut-être qu'on aura ce problème-là demain avec l'intelligence artificielle. Là, on a des livres d'anticipation et des films d'anticipation qui nous disent beaucoup de choses un peu dangereuses du coup pour l'humanité. Mais là, on est en train de partir. En tout cas, aujourd'hui, dans le contexte actuel, non, il ne faut pas être naïf par rapport à ces choses-là. Ce sont des choses très matérielles derrière. On a des individus, on a des entités qui poursuivent aussi un certain nombre d'intérêts. Il ne faut pas perdre ça, je pense, de vue. Et bonne chance pour trouver le patron du Bitcoin. Est-ce qu'on a besoin de la... Ils sont connus. Le code Bitcoin, enfin les gens qui le Vous développent, avez leur adresse? ils sont connus. Moi, je la veux bien. Si vous voulez, on en parle juste après. Non, mais, non, mais encore une fois, là où on a un problème, si on parle du Bitcoin, c'est d'arriver à tous se mettre d'accord pour le réguler. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, dans l'organisation mondiale telle qu'elle existe, on a plusieurs autorités, plusieurs États, plusieurs formes d'indépendance, très clair. Mais encore une fois, ce sont des gens qui existent derrière. Je faisais référence à ça tout à l'heure. Ils se sont mis d'accord, d'ailleurs, pour faire une séparation, en fait, Bitcoin Cash et puis Bitcoin classique. Donc on voit bien que là, il y a des sujets de gouvernance qui sont très clairs et qui sont tout à fait identifiables, si on prend juste ce point-là. Nadia, vous n'avez pas besoin de la Banque de France pour aller plus loin sur la tokenisation de l'euro? On va discuter avec la Banque de France, on travaille avec la Banque de France. Mais, ou avec la BCE peut-être. Moi, je suis fascinée par les connaissances historiques de Yorick. Mais je voulais juste rappeler un petit truc, c'est qu'il me semble que Bank of England, en fait, à la base, est une banque privée. Ça, c'est un premier point. La Banque nationale suisse aussi. Et en fait, le monde, effectivement, change depuis des millénaires, continue de changer. Il y a un sociologue, qui parfois est remis en cause, mais qui s'appelle Maffezoli, qui parle du fait qu'on est en train de changer de société et qu'on passe d'une société de l'individu à une société de communauté. Je ne dis pas forcément que c'est bien, parce que ça veut dire qu'on va avoir des groupes de personnes qui vont être en permanence les uns contre les autres, et pas forcément les uns avec les autres. Et finalement, si ça émerge, c'est peut-être qu'il y a des choses qui se passent derrière. Donc, moi, je ne fermerai pas les yeux autant que ça, parce que je pense que c'est important. Et vous avez expliqué qu'on allait peut-être réguler le JP Morgan Coin et le Facebook Coin, alors qu'en fait, ce n'est pas de la monnaie. Donc, c'est là où... soit, effectivement, on a un truc extrêmement clair qui dit que la monnaie, c'est celle telle qu'elle est définie aujourd'hui, soit ça n'en est pas. Et dans ces cas-là, c'est autre chose, et c'est un objet, et c'est un coupon, ou c'est un bon, et ça existe dans le droit européen d'ailleurs. Et dans ces cas-là, on n'a pas forcément besoin de le réguler. Donc là-dessus, on a des frontières qui ne sont pas évidentes, parce qu'on raisonne dans des périmètres qu'on connaît, alors que je pense qu'on est en train de faire un peu évoluer les choses. Donc moi, je ne fais pas de pronostic sur ce qui se passera, parce que je ne suis pas encore devine, mais... je pense que c'est important quand même de voir ce qui se passe et de laisser aussi les choses avancer en faisant confiance au fait qu'il y a peut-être des organisations qui se mettent en œuvre et qui se mettent en place dans des modèles qui ne sont pas que des modèles étatiques et qui sont des modèles un petit peu différents. C'est important, je pense. Je voudrais juste intervenir. Il ne faut surtout pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Surtout pas. Vous avez dit, c'est pas de la Je n'ai absolument pas dit qu'on voulait réguler le JP Coin.
JP Morgan Coin et le Facebook Coin. Je n'ai pas dit ça. Non, pas du tout. J'ai simplement... Non. J'ai dit que si on voulait parler aux gens du Bitcoin, on est capable de le faire. Et que le Bitcoin, c'est pas juste une entité fantastique ou fantasmagorique qui vit toute seule dans un coin. Qu'il y a des gens derrière qui font fonctionner cette chose. Et que ces gens, c'est pas des millions de personnes, ce sont un certain nombre de personnes et un groupe relativement restreint. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit également la chose suivante, c'est que pour les stablecoins, on peut se poser la question, aujourd'hui, et au regard de notre réglementation actuelle, je suis d'accord, mais on parle de quelque chose de nouveau avec le stablecoin. Moi, je dis simplement, attention, peut-être pas. Le stablecoin, ça ressemble à de la monnaie électronique, juridiquement. Donc, c'est peut-être déjà quelque chose qui existe. Voilà, c'est tout. Donc, pas la peine de dire révolution quand on a quelque chose qui est simplement une manifestation extérieure de ce qui existe. Il faut un déjà. agrément d'ailleurs, non, pour être émetteur de monnaie électronique, non? Il faut un agrément, non, pour être émetteur de monnaie électronique? Si on tombe effectivement dans ça, dans la remise de fonds, donc des unités de compte sous format électronique, sous serveur distant, sur un support physique, on est dans la réglementation européenne et on tombe sous le cadre de la directive sur la monnaie électronique, deuxième du nom, de 2012. Donc c'est des choses qui existent aujourd'hui. Le régulateur, le législateur peut décider de le changer. Mais ce sont des concepts qui peuvent très bien... C'est pas parce qu'on change de nom que les concepts ne s'appliquent plus, en fait. Ça, c'est une chose qui est très claire. Sur le Bitcoin, je pense que le phénomène, j'en ai parlé au début, c'est un phénomène à part entière. Je ne vais pas revenir dessus. Mais sur ces éléments de gouvernance et de confiance, c'est le point central que j'ai dit. Encore une fois, évidemment, il ne faut pas insulter l'avenir, il ne faut pas insulter le passé non plus. Surtout pas. Donc ces sujets de confiance et de gouvernance se poseront toujours. Après, qu'il y ait un degré, un curseur à trouver entre les acteurs privés et les acteurs publics, certes. Mais encore une fois, moi je dis simplement la chose suivante. On peut toujours se poser la question de rebattre les cartes de ce qu'on a aujourd'hui dans le domaine financier, très clair. Mais encore une fois, il y a une raison qui est derrière. Donc la confiance, par exemple les banques centrales, en fournissent. Ce ne sont pas les seuls, mais en fournissent sur le marché. Elles sont contrôlées en fait pour ça. Voilà. Moi je dis par rapport à la monnaie en tant que telle, cette confiance, elle est garantie par ces entités. On peut essayer peut-être de rebattre ces cartes-là, mais je ne suis pas certain, et là c'est une conviction profonde, qu'on arrive à trouver une solution qui soit meilleure. Après, technologiquement parlant, on peut trouver des choses différentes qui se mettent en place, avec l'implication des acteurs privés. Mais sur le rôle même de la Banque centrale ou des autorités publiques, je ne suis pas certain aujourd'hui, et rien ne porte à croire qu'on puisse trouver quelque chose de meilleur. Voilà, simplement ça, c'est une conviction personnelle. Les questions restent les mêmes. Rien de mieux que la Après, Banque de France. Est-ce qu'on a j'ai- le temps de prendre peut-être une petite question avant de passer? Non, je vois que la table ronde Blockchain Nation s'impatiente. Un dernier petit mot, peut-être Nadia, vous vouliez dire quelque chose? Non, moi, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, il y a un certain nombre de développeurs qui maintiennent ces technologies, mais juste, je voudrais rajouter un point. Quand j'ai parlé de la gestion des risques et de la gouvernance tout à l'heure, sur lequel il y a des questions de vigilance à avoir, et notamment sur la souveraineté. Et je pense qu'aussi, il faut ne pas être naïf sur le fait que même quand on utilise des technologies sur les blockchains de consortium, en fait, elles sont souvent sous-jacentes, sans les citer, de protocoles publics, et que derrière, pour le coup, on sait qui est là et qu'on est en train de nous imposer des normes. Et voilà. Et ça, c'est un point de vigilance, à mon sens, qui est extrêmement important. Et pourtant, on est plusieurs dans cette salle à les utiliser. Donc, et même quand on a parlé des ICO ce matin, le fait qu'il y ait une dépendance au cours de l'Ether quand vous faites une ICO et que la masse monétaire qui en fait finance ces projets ne vient pas, n'est pas nouvelle au sens où elle est réutilisée dans un jeu de spéculation. Ça, c'est des points qu'il faut regarder, mais je pense qu'il est aussi important d'ouvrir la porte aux innovations. Pas toujours si décentralisé. Vraiment un dernier petit mot. Oui, un dernier point rapide. On a parlé de la théorie du stablecoin. Il y a un point sur lequel je pense qu'on n'a pas assez insisté, c'est les cas d'usage aujourd'hui du stablecoin. Parce qu'on parle de rendre le stablecoin comme une monnaie future qui va permettre d'échanger de la valeur dans notre vie tous les jours. Aujourd'hui, pour être clair, le cas d'usage principal du stablecoin, c'est du trading. Et il faut le mentionner. Donc aujourd'hui, c'est pas, je ne vais pas acheter des produits de tous les jours avec mon stablecoin. Donc aujourd'hui, c'est un meilleur contrôle des positions sur des exchanges grâce au stablecoin. Le deuxième point, juste rapide, c'est que j'ai oublié le point que je je suis désolé. Mais je crois que ce sera trop tard alors. Non, Parce mais que alors, je vois allons-y. que la table ronde Blockchain Nation s'impatiente.
Passons à la table Mabi, ronde. le directeur de la rédaction. On en parlera plus Je après. vous remercie tous de ces échanges Merci. animés.